Quand on a peur du transhumanisme, qu'on a peur de ça parce qu'on a peur qu'il y ait une machine qui nous contrôle, quelqu'un d'autre qui vienne contrôler notre cœur ou j'en sais rien quoi, en fait, on est à l'instant même contrôlé par une machine qui contrôle notre cerveau. Quand je dis machine, je sais pas exactement comment elle est faite, mais une structure sociale, mécanique, de papier, d'influence humaine, qui contrôle notre esprit et nos pensées et notre dialogue. Et en fait, au moment même où on est en train de dire « Ah, je me révolte contre le transhumanisme qui va faire du mal à l'humanité en le privant de liberté !» Eh bien en fait, je suis le pantin d'une structure mentale, le pantin. Je souhaiterais parler un peu de transhumanisme. J'en avais déjà parlé, j'avais parlé du fait que déjà on faisait des choses que l'humain n'est pas censé faire à la base, mais j'ai pas envie d'essentialiser non plus l'humain en disant que c'est ça que l'humain doit faire. N'empêche qu'on a déjà eu une phase de... On fait déjà des choses qui dépassent ce que l'humain avait comme potentiel. C'est-à-dire que l'humain peut se déplacer à 200 km/h dans les airs, même beaucoup plus. À 200 km/h sur une route en asphalte grâce à un moteur à explosion. Donc il est assis et par des petits mouvements des pieds, il se déplace à 200 km/h. Donc en fait, on a déjà dépassé les capacités de l'être humain, en tout cas à l'extérieur de notre corps. On a déjà dépassé les capacités de l'être humain. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dit. Et le fait que je vous parle, donc qu'un être humain puisse parler sans crier très fort à des milliers d'êtres humains à l'autre côté de la planète, ça aussi, on a dépassé ce que la voix humaine peut faire. On a transcendé l'être humain. Alors je sais que le transhumanisme parle surtout des modifications internes du corps. Et donc, vient se rajouter à ça une réflexion qui est, pour faire cette réflexion, je vais commencer par parler de qu'est-ce qui différencie l'être humain de la nature. Alors j'ai déjà abordé cette chose, mais je vais reparler de ça. Alors, on peut considérer que la nature, c'est l'ensemble de toutes choses. Et donc, l'être humain n'est pas discriminable de la nature. On ne peut pas faire de séparation entre humain et nature. Humain, c'est la nature. Dans la nature, il y a l'humain. Mais si on veut vraiment discriminer l'être humain du reste de la nature, c'est-à-dire, ok, il est dans la nature, mais qu'est-ce qui fait que l'humain est séparable du reste de tout ce qui est compris dans la nature, c'est-à-dire l'ensemble de tout? Eh bien, l'humain est un animal, comme les autres animaux, un être vivant. Qu'est-ce qui le discrimine des autres êtres vivants? Eh bien, c'est la capacité particulière que l'être humain a d'avoir une pensée abstraite et de réussir à construire dans l'abstraction des logiques qui lui servent dans le monde. Alors, cette capacité, les mammifères, beaucoup de mammifères l'ont, mais l'être humain l'a vraiment drastiquement beaucoup plus forte. Un exemple de pensée abstraite qu'un mammifère peut construire. Le chien peut construire une pensée abstraite, très basique, mais il peut. C'est dans les gestions de trajectoires. C'est-à-dire que et l'anticipation des trajectoires. Le chien voit une créature qui court, eh bien le chien est capable d'anticiper, c'est-à-dire d'extraire l'information de la trajectoire. Il voit l'animal qui court. De ce regard du monde, il extrait une information abstraite, c'est-à-dire une vitesse, un concept qui est la vitesse, le déplacement. Et de ce concept, il construit une idée dans son esprit qui est la prédiction de la trajectoire. Donc le chien voit l'animal qui court et lui il va courir là-bas, il ne va pas courir contre l'animal. S'il était que capable de réaction au monde pure sans pensée abstraite, le chien courrait droit sur l'animal. Mais là le chien a développé une pensée abstraite qui lui permet d'anticiper la trajectoire de l'animal. Eh bien l'être humain possède ce même type de pensée abstraite, c'est-à-dire que il regarde le monde, enfin on regarde le monde, et on extrait du monde des concepts et des
structures abstraites. Par exemple, je regarde les arbres et je peux extraire des arbres des informations qui sont l'arbre va haut. Ce qui est haut, je dois tendre la main pour le toucher. Et ensuite, avec mon analyse du monde, je peux conclure, par exemple, que les objets en hauteur, s'ils ne sont plus rattachés au sol, tombent. En fait, je crée une structuration abstraite du monde qui me permet de simuler ce qui se passe si je coupe le bas de l'arbre. Et donc, ma pensée abstraite construit une information pour faire tomber l'arbre. Eh bien, cette pensée, pourquoi est-ce qu'on est différent des autres animaux et qu'elle nous a vraiment mis ailleurs, enfin, qu'elle fait qu'on peut se discriminer du reste, c'est parce que les autres animaux, s'ils ont un problème comme il faut récupérer les feuilles pour les manger car c'est de l'énergie, et que c'est la seule condition à leur survie, c'est de faire ça, ou une condition principale à leur survie, c'est de réussir à atteindre ce Graal qui sont les feuilles qui sont en hauteur. Eh bien, les autres animaux n'ont pas suffisamment de pensée abstraite pour trouver un problème sur une génération. Les autres animaux vont finir par atteindre les feuilles par la sélection naturelle, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait des feuilles à mi-hauteur pour pas que les animaux crèvent d'un coup. Sinon ils sont morts, ils s'éteignent parce qu'ils n'auront jamais pu atteindre les feuilles, ils n'auront pas pu manger et à la première génération ils seront morts. Donc il faut un peu de feuilles en basse hauteur pour que quand même les animaux puissent manger. Mais il faut plus de feuilles en hauteur. Ce qui fait que les animaux un peu plus grands que les autres ont plus de chances de survivre. Et donc transmettre le gène de la grandeur à leurs congénères. Et donc, par la sélection naturelle, les animaux vont atteindre la solution pour manger les feuilles en hauteur. C'est la girafe ou n'importe quel animal qui est fait pour ça. Enfin, c'est surtout la girafe à laquelle on pense. Mais tous les problèmes sont résolvables comme cela par la sélection naturelle, à condition qu'il y ait les étapes nécessaires, qu'il y ait suffisamment de moyens de survivre dans les étapes pour atteindre l'objectif. Eh bien, l'être humain, par son cerveau abstrait, peut résoudre ce même problème sans passer par la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'on va couper un arbre, on va le faire tomber et on va récupérer les feuilles. Chose qui nous aurait pris 100 000 ans si on avait eu l'obligation de le faire, comment dire, parce que c'est notre vie qui en dépend, eh bien ça nous aurait pris 100 000 ans d'évoluer pour trouver des solutions adéquates. En fait, on ne les aurait pas trouvées, c'est la sélection qui aurait sélectionné les solutions. Eh bien, là, grâce à la pensée abstraite, on est capable de générer des solutions beaucoup plus vite que la sélection naturelle. Et c'est le discriminant principal de l'homme. C'est le discriminant, enfin pas l'homme, de l'homo sapiens. C'est cette chose qui nous discrimine particulièrement. Et cette chose est présente en très petite quantité dans un peu tous les mammifères, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'ils sont capables de petites abstractions, mais l'homme a vraiment explosé ça. Alors, ça c'est né par la sélection naturelle. C'est parce que c'était un moyen extrêmement efficace et très adaptatif de résoudre des solutions que la sélection naturelle a fait qu'on est devenu comme ça. Mais maintenant qu'on a ça, on dépasse la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'on va au-delà, on va plus vite, et en une génération, on peut résoudre des problèmes. On peut résoudre une multitude de problèmes, on peut aussi en créer, qui dépassent largement ce que l'animal homme, l'homo sapiens, il y a très longtemps, aurait pu imaginer. On voit qu'en fait, cette modification du corps, cette modification profonde du corps qui modifie profondément l'espèce, elle a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu pour notre esprit. Et en fait, notre esprit est déjà transhumaniste. On est déjà dans des capacités de s'auto-dépasser en permanence. Et donc, cette modification dont on peut avoir peur sur notre corps, des puces qui viennent améliorer, je sais pas, la circulation de notre sang, qui viennent améliorer la respiration de nos poumons, et la fluidité de nos reins, j'en sais rien. Ces améliorations corporelles sont très minimes à côté de ce que fait l'école, les livres, les universités, les mathématiques, et tout ce qu'on peut apprendre, tout le savoir. Parce que le savoir fait transcender l'être humain. C'est-à-dire qu'on dépasse toutes les conditions qu'on pouvait avoir. Vous prenez un enfant de 1 an et vous le laissez errer dans la nature,
Et ce même enfant, mais avec toutes les conditions pour sa survie, et ce même enfant, vous lui donnez des outils tels que ceux qu'on a développés l'humanité, l'école, du savoir, des constructions logiques, de la pensée abstraite. Vous lui donnez des outils de pensée abstraite, et bien vous lui faites transcender son état. Et donc, si on a peur du transcendement d'état pour notre corps, on doit en avoir peur. En tout cas, j'estime que c'est la même chose pour l'esprit. Il faut bien se rendre compte que cette modification qu'on peut craindre pour notre corps, elle a déjà lieu pour notre esprit. C'est-à-dire que notre esprit est déjà soumis à toutes ces choses dont on nous parle, là. Les puces qui viennent nous améliorer, des choses. Et en fait, le corps, c'est presque inconséquent, les modifications possibles pour notre corps, comparé aux modifications déjà faites pour notre esprit. Vous voyez, par exemple, comme je vous parle là, les informations, les concepts qui transitent de mon esprit au vôtre par l'ingénierie de la caméra, mais aussi par toute la pensée abstraite qui permet de créer le langage, tout ça, c'est du dépassement de l'état d'être humain normal. Enfin, normal, ça veut rien dire, mais d'être humain, si on ne lui avait pas donné ces pensées abstraites. C'est-à-dire qu'on fait déjà, on exerce déjà le processus d'élever l'humain au-delà de ce qu'il peut. Puisque si on laisse un humain naturellement faire des choses, eh ben il aura pas toute cette structuration de pensée abstraite. Il en aura en bonne partie, puisqu'il est être humain et que la sélection naturelle a fait justement que l'humain a une très bonne capacité à utiliser l'abstraction. Mais tous ces gros paquets d'abstractions déjà faits, qui sont l'école, la littérature, les sciences, les religions, et peu importe, en fait, toutes les structurations de la pensée et de la compréhension du monde qu'on a fait de manière abstraite, c'est déjà du transhumanisme. En fait, il n'y a pas de... La seule distinction entre ces choses-là, qui sont l'école, et ce qu'on appelle le transhumanisme, donc les puces qu'on nous implanterait dans le cou pour gérer notre trachée ou j'en sais rien quoi, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui touche au corps et l'autre qui touche à l'esprit. Alors je pense pas qu'il faut s'inquiéter. Enfin, il faut toujours s'inquiéter de tout. Mais je pense que ce qui va arriver à notre corps est quelque chose qui nous arrive déjà à l'esprit. Alors en fait, il faut s'en inquiéter, parce que moi je m'inquiète de ce qui se passe dans notre esprit. Je m'inquiète de ce qui arrive à notre esprit, que notre esprit peut être influencé et qu'on n'est même plus comment on dit, enfin qu'on n'est même plus nous-mêmes et qu'on n'est peut-être même pas nous-mêmes, qu'on n'a peut-être même jamais été nous-mêmes. Enfin bref, toutes ces questions sur la corruption de notre pensée par une idéologie, par une structure préétablie, par des influences inconscientes. Et bien cette question, il faudra l'appliquer au corps. Mais en fait, je considère que même si on arrive à des extrêmes du genre toutes les trachées des êtres humains sont toutes gérées par un ordinateur et que tous nos poumons sont gérés par ordinateur, il me semble que je continuerai à considérer que la question de l'esprit humain est-il géré par une structure externe, à mon avis, elle reste plus importante que les trachées humaines sont-elles gérées par des esprits externes, enfin par quelque chose d'externe. Vous voyez que mon cœur, alors bon là ça fait quand même mal parce que le cœur c'est symboliquement très important, mais que mon cœur soit géré par quelque chose d'externe, alors ça me fait mal, mais ça me fait beaucoup moins mal que de me dire que mon cerveau est géré par quelque chose d'externe. Eh bien il se trouve que le cerveau est déjà géré par quelque chose d'externe et qu'on sait le faire et qu'on peut le faire eh bien, depuis 2-3 000 ans, même plus. Même beaucoup plus en fait, mais qu'on a déjà des outils, qu'on a déjà des structures, que c'est déjà mis en place, que la gestion des cerveaux par un organe central est déjà faite, et qu'il n'y a pas besoin de micropuces électroniques pour le faire. Et donc voilà ma suite de réflexion sur le transhumanisme, qui est donc que nos esprits sont déjà soumis à
à cette expression, le transhumanisme. Alors je n'aime pas spécialement cette expression, mais bon. Oh, mais en fait, bon, j'ai déjà dit pourquoi j'avais pas, parce que c'est quelque chose de bateau et que, en fait, l'humain et même tous les êtres vivants ont vocation à transcender leur état. Mais bon, du coup, j'espère que ce n'était pas trop long. Au revoir.